Shiur, il est pour la réflexion de Rav Yitzhak ben Matilda et pour la tzlacha du Rav Shmuel Netanel Eliyahu ben Mechamadina. Le sujet du shiur aujourd'hui c'est Halacha ve'umanut, c'est-à-dire Halacha et art. En réalité, ça ne va pas être uniquement Halacha et art, ça va être aussi l'art et la chassidoute. Parce que pour pouvoir comprendre le rapport qu'il y a entre la Halacha et l'art, on est obligé de faire une introduction chassidique. Parce qu'a priori, Halacha et art, c'est vraiment deux choses qui sont complètement opposées. Ça a l'air comme ça en tout cas. Hein. Les artistes en général, c'est beaucoup d'ouverture, c'est beaucoup d'expression, etc. Puis la halacha, ça a l'air d'être quelque chose qui est assez restrictif malgré tout. Et donc, bon, tu dis à un artiste, ok, on va te parler de halacha, il va dire 2 minutes, mais quoi alors quoi? Toutes mes sculptures, mes peintures et mes trucs, vous allez les jeter. Et pour qu'on puisse comprendre. Ok. סליחה, המפתחות פה מתקדמים מהסליחה. כן, כן, כן. סליחה. Et pour qu'on puisse comprendre à quel point la halakha est extrêmement importante ici, dans ce domaine, on doit faire une introduction. Cette introduction, on va commencer avec une lettre tout à fait qui sort complètement de l'ordinaire du Rambam. Vous savez, il y a comme ça un livre en 2 parties, des lettres du Rambam. Hein, ça a été édité par le Rav Yitzhak Shilat de la Yeshiva de Ma'ale Adumim. Et dans cette lettre qui est complètement hors du commun, le Rambam, il nous parle et puis quelque part, il s'ouvre et il parle d'un problème de conscience qu'il a. Et il dit dans cette lettre la chose suivante. Il dit, avant même que j'ai été formé dans le ventre de ma mère, elle, c'est-à-dire la Torah, elle m'a consacré à son étude. C'est-à-dire depuis toujours, j'avais été formé, Birklal, pour étudier la Torah, pour publier la Torah. Et Hachem sait à quel point la Torah, ça a toujours été ma femme pratiquement. Ouais. Et puis quelque part, avec le temps, je me suis marié avec des femmes étrangères. Alors il utilise ici une expression qui a été utilisée comme ça dans le livre de Menachim par rapport à Shlomo HaMelech, hein, qui s'est marié avec des femmes étrangères, Moaviot, Ammoniot, Edomiot, Sidoniot, Hittiot, de toutes sortes de peuples. Et il dit, et puis ces femmes-là, alors au début il parle uniquement au niveau de la parabole, après il explique de quoi il parle, mais il dit ces femmes-là qui au début avaient été prises pour être des rakachot, tabachot, vofot, c'est-à-dire pour être des femmes qui préparent les parfums, qui préparent les mets et qui font des gâteaux. Alors, de quoi il s'agit? Cette expression de rakachot, tabachot, vofot, dans ce qui s'appelle les Mishpat HaMelech de Shmuel HaNavi, lorsque le peuple est allé voir Shmuel HaNavi lui dire on veut un roi, il dit ouais, mais vous savez, le roi en question, quand vous aurez un roi, alors il y a beaucoup de choses qu'il peut faire. Il peut prendre vos filles et en faire des rakachot, tabachot, ofot, et en faire des femmes qui prépareront les parfums de ces femmes, etc. Et en faire des servantes en gros. Donc ce que dit le Rambam, il dit, puis avec le temps, j'ai pris toutes sortes de servantes et je me suis attaché à elles. Et finalement, aujourd'hui, mon cœur, il est un peu divisé en deux entre la Torah et ses servantes. Et il explique de quoi il s'agit, c'est quoi ces servantes? Kol mine chormot. Il dit, finalement, c'est toutes ces chormot, toute cette sagesse, finalement, tout ce qui est au niveau de l'étude, au-delà de la Torah, ma vie, elle est un peu brisée, je suis un peu déchiré entre l'étude de la Torah et puis toutes ces choses-là, qui au début avaient été prises pour servir la Torah, mais finalement, c'est vrai que je me suis attaché, et puis, donc quelque chose de très spécial comme ça, que dit Rambam dans cette lettre où il s'ouvre à nous. Si on essaie de comprendre de quel chormot il s'agit, de la façon la plus générale, les chormot, on peut dire que c'est les sciences et l'art. Les sciences et l'art, ils sont les deux appelés chormot, et finalement, c'est des choses, et comme on va voir, qui vraiment au début ont un rôle de servante, et on peut voir aussi l'impact qu'ils peuvent avoir sur la Torah, mais pour le moment je dis ça juste comme code, les servantes dont il parle, dont lui-même dit qu'elles sont toutes ces sagesses, finalement on peut dire que c'est les sciences et l'art. Maintenant, ici, il y a un problème, à partir du moment où on parle comme ça de servante. Dans le livre de Michelet, Shlomo HaMelech, il parle comme ça de 3 choses
qui font des tremblements de terre, et mais une quatrième que la terre ne peut pas supporter. Ouais. Comme ça, il nous dit Tachat shalosh rakzaretz. Il y a trois choses qui font que la terre elle se remue, elle se met dans tous ses états. Mais Tachat arba lo tuchal set. Mais il y a une quatrième chose que la terre ne peut pas supporter. Alors c'est quoi les choses en question? Taratevet ki imlor, un esclave qui devient maître, et Venaval qui se bat lechem. Je ne vais pas traduire parce que c'est des choses en soi qui ne nous intéressent pas ici. Tachat snoua qui tibel, ve shifra qui tirage gvirta, la quatrième chose, shifra qui tirage gvirta, la quatrième chose qui est la chose que la terre ne peut pas supporter, c'est une servante qui va hériter de son maître, de sa femme maître. Ça c'est la chose, shifra qui tirage gvirta, c'est une chose qui est abominable. Top. Quand on regarde dans les Mefarshim, ok, on comprend qu'il y a ici une parabole. C'est quoi Shifra qui tirage Gvirta? Alors, déjà dans le Midrash, on dit Shifra qui tirage Gvirta, la servante qui hérite de sa maîtresse, et ça représente Agar. On connaît. Ben, c'est vrai qu'Agar a commencé à avoir de l'assurance, etc. Et puis il a fallu qu'elle soit envoyée. Okay. Mais en ce qui nous concerne, alors quand on regarde dans les Mefarshim, le Malbim, c'est extraordinaire ce qu'il dit. Il dit c'est quoi Shifra qui tirage Gvirta? Il dit ben, il s'agit des sciences. Il s'agit, de façon générale, il parle de la philosophie. Et il dit, normalement la philosophie, ben, elle a été faite, et c'est très intéressant que le Malbim, il reprenne l'expression du Rambam. Elle a été faite, ces sciences ont été faites pour être des rakachot, tabachot, veofot. Elles étaient là pour être des servantes. C'est intéressant parce que c'est justement de cette parabole qu'a parlé le Rambam. Mais avec le temps, ben, finalement, elles se sont levées contre la Torah. Et puis, les gens souvent quittent la Torah pour s'attacher à toutes ces chormot. Alors c'est intéressant parce que si on regarde, ce que dit le Malbim et ce que dit le Rambam, c'est en rapport. Sauf que le Malbim, il décrit quelque chose de beaucoup plus tragique. Quelque part, le Rambam, il dit, moi, j'avais la Torah. Au début, je me suis attaché aux chormot, on a dit science et art, pour être des servantes. Pour être des servantes, c'est-à-dire pour servir la Torah, on va voir exactement comment. Et aujourd'hui, le problème c'est que mon cœur il est un peu divisé, mon cœur, mon temps, il parle de son temps aussi. Hein. Il dit je ne peux plus être avec, il représente donc la Torah comme étant la femme, je ne peux plus être avec ma femme comme j'étais avant, et mon temps il se divise, il parle de son temps, et il parle de son cœur aussi qui se divise. Mais le Malbim il parle de quelque chose de beaucoup plus tragique. Pas uniquement que ça va nous prendre de l'intérêt, du temps, etc. Mais Birlal, il parle d'une révolte de la servante, finalement, où la personne, elle va s'attacher finalement à toutes ces chormot, et puis, quelque part, elle va laisser la Torah de côté. Ouais. Et c'est intéressant parce que si on regarde ce qui s'est passé, Bémet, avec les chormot en général, alors, ce sera plus simple de parler des sciences, mais c'est vrai aussi pour l'art. Comment c'est né? Au début, la première fois qu'on rencontre des chormot et de l'art, c'est avec Betzalel, dans le Mishkan. Betzalel, c'était vraiment celui qui était là il avait toute la chorma et puis tous les dons pour pouvoir finalement faire les kelim du Beth Amikdash. Ok. Donc on voit, c'est extraordinaire parce que la façon dont c'est introduit, de façon générale, art et chormot dans la Torah, c'est vraiment par Betzalel qui est celui qui va faire ça pour la Torah. Il va faire le Aaron pour y mettre la Torah, il fait ça pour qu'on fasse le Mishkan, donc c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et les Avdil, l'élève a fait Avdalot, mais je suis obligé de parler de ça pour parler d'une crise qu'il y a eu. Quand on parle d'autres religions, alors il y a un problème, parce que d'autres religions pour nous c'est complètement de la kfira, c'est de la d'Azara, etc. Vous allez voir pourquoi j'en parle. Et le Rebbe, jamais il disait Misra Dadatot. Il y a ici comme ça le ministère des cultes. C'est quoi les cultes? Il n'y a qu'un culte, avec la Torah. Natsrut et tout ça, c'est de la Vodazara. C'est vrai. Mais au niveau historique, ce qui s'est passé, c'est que l'Avdil, Ensof Avdalot, de la même façon qu'au début, l'art et science a commencé chez nous par Betzalel, l'Avdil complètement. Pendant des centaines d'années et des milliers d'années, ceux qui dirigeaient l'art et la science, c'était l'Église et puis après l'Islam. Et c'est finalement sous leur contrôle que les sciences se sont développées et que l'art aussi s'est développé. L'art et les sciences étaient au service, comme ça, des datot. Et quelque part, à l'époque de Galilée,
c'est-à-dire 16e, 17e siècle, il a commencé à avoir une révolte. Alors c'est Galilée, comme ça, il est arrivé à la conclusion que la Terre tourne. On ne va pas rentrer maintenant dans le Inyan, est-ce que la Terre tourne ou pas, c'est un cours en soi, mais toujours est-il que vous comprenez que par rapport à la date en général, et là le judaïsme et puis les autres datot, l'Avdil, bon, ils étaient d'accord. Alors c'est vrai que c'était une révolution de dire que la Terre tourne, alors que, dans ce moment manière nous dit qu'un reste l'homme médette. Et finalement, ben, il a été, vous savez que les 10 dernières années de sa vie, ben, il était interdit de sortir de chez lui, sous contrôle de l'église, etc. Et c'est tout juste, ils l'ont pas brûlé. Mais à partir de ce moment-là, on peut dire qu'il y a eu, alors il y a eu des débats, mais il y a eu un grand mashber, il y a eu une grande crise. Et à partir de ce moment-là, les sciences et les arts ont commencé à se révolter. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, ben, la science, de façon avec un grand S, est reconnu et dans les universités dans le monde, c'est quelque chose qui est complètement athée. C'est pour ça qu'il n'y a pas des scientifiques qui sont d'Atim. Mais disons qu'au niveau Rishmi, au niveau officiel, aujourd'hui, si vous avez une université en Israël, qui va, un scientifique qui va dans ces Hatzaot, rentrer de la religion et parler de la Kadosh Baruch Hu et la création du monde, etc. par Hachem, et elle va être déclassée complètement cette université et puis elle ne sera plus reconnue au niveau mondial, on ne pourra plus faire de post-doctorat dans une autre université si on est passé par cette université qui a été déclassée. Donc au niveau Rishmi, aujourd'hui, les sciences c'est quelque chose qui a été, et l'art, alors ça évidemment pas besoin d'allonger là-dessus, quand on regarde le manque de tsniout et beaucoup de problèmes qu'il y a dans l'art, alors on comprend qu'ils sont bien détachés des religions. Ok. Maintenant ici, a priori, on pourrait dire, bon, on a Shifra qui tirage Gvirta. Si on comprend que les sciences et l'art, c'est quelque chose qui est au service de la Torah, et là, il y a ce qui s'appelle, en ivrite, le golem, Shekam al Yotzro, c'est la sculpture qui va se venger de celui qui l'a faite quelque part. L'art et les sciences, aujourd'hui, non seulement ne sont plus au service de la Torah, mais elles sont même montées contre la Torah. Mais a priori, il y a quelque chose de très bon là-dedans. Parce que si Bémet, pendant toutes les générations, c'était comme à l'époque de Betzalel, où les arts et les sciences, ils étaient vraiment au service de la Torah. Ça aurait été extraordinaire. Nous, on a parlé du christianisme, on a parlé de l'islam. En réalité, ils étaient au service d'Avodah Zarah. Et en réalité, le problème, c'est pas tellement dans le fait que la servante, elle se soit levée contre le maître, mais que le maître, c'est un faux maître. Si on dit que le maître représente la religion, c'est des religions qui finalement pour nous sont complètement Avodah Zarah, c'est bien quelque part que les sciences et que l'art il se soit révolté. Je veux dire, nous on n'a aucun intérêt à ce que celui qui dirige les arts et les sciences, si ce n'est pas la Torah, que ce soit le christianisme ou l'islam et la Avodah Zarah. Donc quelque part, et même au niveau historique, on voit que le développement des sciences, justement, il date de ce mashber. À partir du moment où sciences et arts, ils sont quelque part séparés de la date, c'est là qu'ils sont vraiment développés. Bichal, sans parler de toute la révolution industrielle, et puis depuis 1840, toutes les découvertes qu'il y a eu, que ce soit au niveau de la lumière, au niveau du cinéma, au niveau des transports, à tout niveau. Et 1840, on sait que c'est 5600, c'est ce dont parle le Zohar, comme ça, le 600 ans de noir qui représente le 6e millénaire, où le Zohar dit que là, les sciences comme ça vont se développer, etc. Il y a une sikha du réveil comme ça, on écoute les sikhot, parachat noir. Et on connaît la sikha. Quelque part, il y a eu quelque chose de bon dans ce départ, comme ça, dans cette scission entre les religions qui sont en réalité de la Avodah Zarah et puis art et sciences. Mais on comprend que, a priori, si, comme nous dit le Rambam, si, comme nous dit le Malbim, art et sciences, ils sont censés être des shfachot, des servantes, on en est très loin, mais ok, c'est super, ils sont séparés de la Avodah Zarah. Mais on aimerait quand même pouvoir remettre les choses dans le bon seder et savoir l'ordre des choses. Et c'est ce qu'on va essayer de définir maintenant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait en réalité? Ok, disons qu'on revient, et c'est comme ça la Géoula finalement, au fait que c'est la Torah qui met le ton. Mais la Torah, c'est pas uniquement restrictif au niveau de la Torah qu'on étudie, mais c'est Bichlal, ça comprend aussi
tout ce qu'il y a autour jusqu'à science et art. Les Avdil, on va voir exactement. Mais quel est le rôle de chaque chose? Quel est le rôle de la Gvira, c'est-à-dire de la maîtresse? Et quel est le rôle, maîtresse de maison, et quel est le rôle de la Shifra? Quel est au niveau de la Torah? C'est ça ma question. Si le Rambam et le Malbim, et en réalité c'est l'idée qu'il y a dans Michelet, d'après, donc c'est Shlomo Ameler, d'après le Malbim, ils nous disent que les arts et les sciences, ils sont censés être les servantes au service de la Torah. On aimerait savoir en quoi, comment faire. Ok, on aimerait bien. Alors comment les choses devraient fonctionner. Et là, pour pouvoir vous expliquer comment c'est censé être et vers quoi on est censé tendre. Et après, je vais vous montrer que quand on regarde les sirotes du Rebbe, les grottes du Rebbe, c'est exactement de ça dont le Rebbe parle. Je vais faire quelques petites introductions déjà. Déjà, il faut qu'on comprenne que contrairement aux religions, nous, on n'est pas doglim babadlanout, c'est-à-dire notre inyan, c'est pas de nous séparer de la matière. Il y a des moments, il y a des domaines pour lesquels on a besoin de cette séparation, évidemment, pour pouvoir se construire, etc. Mais je veux dire, tout le but, il ne faut pas oublier, c'est la sot la kazubachut dirabatartonim. C'est ce qui est marqué dans le Midrash Tanchuma, qui est toujours repris dans la Chassidoute. C'est même le but du monde, finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde ce Midrash Tanchuma qui nous parle de la sot la kazubachut dirabatartonim, par rapport à quoi ça a été dit, alors c'est un peu comme une Inyan qu'il y a dans le Midrash Rabbah avec Shirachirim Rabbah, comme ça, Bati Legani, avec le chet de Adam Arishon, et puis après tous les chataïm qui ont fait que la Shrina elle est montée. Dans le Midrash Tanchuma aussi, il parle de ça. Et il nous dit, vous savez que finalement, c'est Yudjvat bientôt, et comment elle est descendue la Shrina après être montée comme ça pendant 7 générations. Elle est redescendue de Abraham Avinu, etc. Et puis jusqu'à Moshe Rabbeinu. Mais dans Moshe Rabbeinu, plus que, si on regarde dans les Mamarim du Rebbe, du Rabbi Rayat, du Rebbe, plus que le Inyan de Matan Torah, c'est le Mishkan qui fait que finalement, la Shrina elle est redescendue en bas. Le Midrash Tanchuma, il nous dit, et quand c'est que finalement la Dira elle est faite Batartonim, ça commence par Betzalel qui fait le Mishkan. C'est extraordinaire. Parce qu'on a pris Betzalel qui fait le Mishkan, comme l'exemple, tout à l'heure, des arts et des sciences. C'est justement l'exemple que prend Betzalel qui fait le Mishkan, le Midrash Tanchuma, pour nous parler de la Shrina Batartonim. Déjà, c'est un point qui est important. Donc ici, on a besoin de cette Shrina Batartonim. Un autre point qui est extrêmement intéressant, que je veux partager avec vous, c'est si on regarde au fur et à mesure des parachiotes, le Mahamad, c'est-à-dire le statut des servantes. C'est qui les servantes pour nous? Si on se demande 2 minutes, ok, on a compris que science et art, ça doit être les servantes de la Torah. Ok, super. Mais qui c'est les servantes sur lesquelles on va essayer de prendre exemple? Les servantes par excellence, dans la Torah, c'est qui? C'est qui les servantes qui peuvent nous servir de modèle? C'est sûrement pas Agar, Nachon. C'est qui les servantes qui nous servent de modèle dans la Torah? Bila et Zilpa, Nachon? Bila et Zilpa. Maintenant, si on regarde Bila et Zilpa, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Regardez. Je vais vous montrer 2 psukim dans Parashat Vayishlach, et après un pasuk dans Parashat Vayeshev, et on va voir que dans 3 psukim, le statut des servantes, il ne fait que monter. Dans Parashat Vayishlach, juste après que Yaakov il se batte avec l'ange, l'ange des Saves, donc on comprend que, il y a ici beaucoup de signification par rapport à Shrina Batartonim. Il y a ici une lutte de Yaakov Avinu avec la klipa qu'il peut avoir dans le monde. Juste après, il y a marqué Vaikar et shte nashav, et shte shifrotav, et achasar yeladav, et yavor et mavar yabok. Ok. Comment elles sont appelées finalement Bila et Zilpa? Shte shifrotav, c'est 2 servantes. Ok. On avance dans la parashat Vayishlach, et là-bas il y a le Inyan de, après la ptira de Rachel Imenu, il y a le Inyan de Reuven chez Bilbel Yitzuavi. Vous voyez, Reuven qui a changé comme ça les tentes de Bila et de Léa. Il ne voulait pas que, on connaît l'histoire, Nachon, il ne voulait pas Reuven, et quand il y a marqué Vaishkav, avec Bila et les Geshavi, que Reuven est allé, Keilou, avec Bila. Alors, Rachel nous dit bien, c'est pas qu'il est allé avec Bila. C'est qu'il a changé les tentes de Bila et de Léa. Qu'est-ce qu'il voulait? Il avait peur que Yaakov Avinu, maintenant qu'il n'y avait plus Rachel, sa femme principale, c'était Rachel à ses yeux. Il avait peur que sa femme principale devienne Bilha. Il se dit 2 minutes, ma mère c'est Léa, c'est pas une chifra, c'est pas une servante. Léa c'est une des femmes. Il y avait 2 femmes Yaakov Avinu. Rachel et Léa, il y avait 2 servantes. Bilha et Zilpa. Ok, alors mon père préférait Rachel à Léa. Ok, on se fait une raison. Mais maintenant qu'il n'y a plus Rachel, qui passe pas chez Bilha
et qu'il n'en fasse pas la femme principale. Et donc il a fait en sorte que son père, finalement, il donne préférence à Léa. Et là, dans ce choix-là, qu'est-ce qui a marqué? Tout d'un coup, Bila, elle s'appelle Pilegesh Aviv, la concubine de son père. Elle s'appelle plus Shifra. Ouais, elle est montée de Darga, elle s'appelle Pilegesh Aviv. C'est en passant, je vais vous proposer une idée. Ouais, je n'ai pas vu écrit, mais je pense que c'est en filigrane ici. Kaniré, que le chashash, la peur, la crainte de Reuven, c'était justement de Shifra qui tirage Virta. C'était justement que la Shifra ici, Bilha, ouais, elle soit celle qui hérite de la Gvira, qui hérite de Rachel, avec toutes les idées qui peuvent se cacher derrière ça, mais a priori, dans le pshat, c'est ce dont il a peur, a priori. Mais on voit que Yaakov, il en a voulu énormément, et il pensait autrement. Toujours est-il que c'était, a priori, la crainte de Reuven. Mais regardez ce qui se passe dans Parashat Vayeshev, tout au début de la Parasha. Et les Toldot Yaakov Yosef ben 17 Shana Yaroé Techav Batson Vou Nahar et Bnei Vilav et Bnei Zilpa Neshe Aviv. Ouais, Yosef, il était en rapport il était ami des enfants de Bila et de Zilpa, Neshe Aviv, les femmes de son père. C'est extraordinaire. Au début, c'est Shfachot, elles étaient appelées Shfachot. Après, on avance, elles sont appelées Plakshim. Et après, on avance, et elles sont appelées les femmes de son père. On se dit, waouh, c'est complètement bizarre. Ouais. On a cette idée, comme ça, on a vu dans Michelet, il y a la crainte de Shifra qui tirage Virta. On a la crainte de la servante qui va remplacer, finalement, la maîtresse de maison. Et puis ici, on a des servantes qui sont des tzadikot. Et ce qui est extraordinaire dans ce modèle, c'est que c'est pas comme quand on a David et Shaoul où il y a des concurrences et des trucs. Alors même si les deux sont des tzadikim, tu te dis, qu'est-ce qu'on peut apprendre de toute cette parachute? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Ici, Bila et Zilpa, elles ont été amenées et encouragées par Rachel et par Léa. Les quatre sont des tzadikot. Tout ce qu'on peut apprendre de ces parachutes, on doit l'apprendre. Parce qu'a priori, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de problème là-bas. Ouais. Il n'y a pas de tension, il n'y a rien. Et on voit quelque chose d'extraordinaire, un développement des shfachot, qui étaient des servantes, qui deviennent des concubines, qui deviennent des femmes finalement. Top. C'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir. On va voir le Rebbe dans le Dvar Malchut de Parashat Vayechi. On va revenir à ça. Mais il parle de Shifra qui tirage Virta les Maliuta. Le Rebbe, comme dans tout, hein, il voit le bon côté. Il dit il y a aussi un cas de figure qui est positif de Shifra qui tirage Virta, de la servante qui hérite de la maîtresse. On va revenir là-dessus. Ouais. Mais regardez, je vais juste vous rajouter encore un code, une chose, et on va avoir comme ça un mivné, une structure claire de ce qui se passe. On est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, ça représente chacun d'entre nous, ça représente le juif. Il a deux femmes. Les deux femmes, c'est Rachel et Léa. Ces deux femmes dans le Zohar, Rachel et Léa, dans plusieurs endroits dans le Zohar, puis c'est rapporté après dans beaucoup de livres de Chassidut Pauline, aussi de Chabad, mais Chassidut Pauline, ça revient souvent, dans le Morva Shemesh, Noam Elimler, etc. Et Rachel et Léa, c'est Alma d'Idgalia et Alma d'Idkassia. Rachel, elle appelait dans le Zohar les mondes dévoilés, et Léa, les mondes cachés. Léa, il y a quelque chose de plus haut. Ouais, Rachel, c'est celle qui, de toute façon tout à fait objective, elle est extrêmement belle. Ouais. On parle de la beauté de Rachel. Les choses, elles sont dévoilées. Chez Léa, c'est déjà quelque chose qui est plus fin. Et donc, nous dit comme ça le Zohar que c'est Rachel représente les mondes dévoilés, Léa, les mondes cachés. Ouais. Et dans la Chassidut, on retrouve non seulement les mondes dévoilés et les mondes cachés, mais dans la Torah. Elle représente la Torah finalement, Rachel et Léa. Et Rachel, dans la Chassidut, elle représente le Galia de Torah, ouais, le Talmud, la Lacha, etc. Et Léa, elle représente le Pnimut à Torah, ouais, Kabbalah, Chassidut, etc. Ok. Alors maintenant, on a Yaakov Avinu, c'est le juif finalement, qui a deux femmes. Ces deux femmes, c'est Rachel et Léa, qui représentent la Torah dévoilée et la Torah cachée. Et Bila et Zilpa, ça représente quoi? Alors Bila et Zilpa, qui sont finalement, on a dit que ça représentait les sciences et l'art, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est presque Mefourash dans le Rambam et dans le Malbim, ce qu'on a vu avant. Mais finalement,
on comprend que Bilaha, ouais, ben, elle représente la Shifra, elle représente le côté comme ça de la Chokhmah de Umot, hein, qui est au service de Galia des Torah. Ben, c'est les sciences qui sont au service du côté dévoilé de la Torah. Et plus on comprendra en biologie, en physique, en chimie, et plus on comprendra Issor Ve'eter et beaucoup de choses. Hein. Et c'est sûr que, et c'est vrai aussi pour les mathématiques et pour beaucoup de choses comme ça qui nous aident. Aujourd'hui, on voit ça dans tous les problèmes de technologie et de halakha. Ouais, il y a comme ça le centre. Et je ne sais pas maintenant de vous convaincre d'étudier les sciences, ce n'est pas le but. Hein, mais il faut savoir, on voit bien comme ça qu'on est obligé d'avoir affaire comme ça à des scientifiques. Et il y a toutes sortes de mosdot comme ça qui s'occupent de Torah, de technologie, etc. Hein. Et le tafkid, le but des sciences finalement, ben, c'est d'aider la halakha. Et dans ce cas-là, ben, le but de l'art, alors Bila ça représente dans ce cas-là les sciences, et l'art, ben, ça représente Zilpa. Et l'art, elles sont au service, ce que je vous dis comme ça paraît, ouais c'est une idée, mais sans l'appeler par ces noms-là, on va voir comme ça dans plusieurs endroits, que le Rebbe c'est comme ça qu'il regarde les choses. Hein. Et l'art, ça représente finalement ce qui va aider à Pnimut Torah. Hein. Qui va aider à Pnimut Torah, alors on peut aussi comprendre. Hein. Et pour qu'on comprenne encore mieux, je vais encore ajouter un point. Quand je parle de la Torah dévoilée qui est représentée par Rachel et la Torah profonde qui est représentée par Léa, je vais ajouter encore une chose, l'intellect et le regesh. Ouais. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que l'intellect il est au-dessus du regesh. Et là c'est extrêmement important ce que je vais vous dire. Hein. Et il y a plusieurs mamarim du Rabbi Rayat autour de ça. L'intellect, a priori, on dit toujours ouais, que Mochin, Jaltin à la lèvre, ouais, donc le moach il doit être au-dessus. Pourquoi le moach il doit être au-dessus? Le moach il doit être au-dessus parce qu'on a deux systèmes de sentiments. On a un système qui est divin, on a un système qui est animal. Et si on ne veut pas être des bêtes, on est obligé de faire travailler le sechel qui est celui qui va être Mevarer, qui est celui qui va, chez moi, faire la part des choses et savoir choisir le côté divin et mettre de côté toutes les passions et le côté animal. Ouais. Mais une fois qu'on aura dévoilé la bonne mida, qu'est-ce qui est le plus important? Le sechel ou la mida? Maintenant, je vais vous expliquer que la mida est le plus important. Qu'en réalité, la mida, c'est-à-dire ouais, finalement les vertus, le regesh, c'est complètement, quand on dit qu'il y a Adam et Tzassadé, par rapport à ça, le Rabbi Rayat, comme ça rapporte, on est comparé à un arbre. L'arbre, il a un rapport avec les midot, alors que le sechel a un rapport avec les animaux. Hein. L'intellect, c'est un peu comme un animal. L'animal, il court à droite, à gauche, etc. L'intellect aussi peut passer du coq à l'âne, et c'est le cas de le dire, ouais, et sans rapport. Les sentiments, ouais, le Rabbi Rayat, il explique, quand quelqu'un il a un trait de caractère, alors il peut, et il doit, pendant toute sa vie, c'est même pour ça qu'on est venu au monde, d'après ce que nous dit Baal Shem Tov au nom de Rav Sadia Gaon, c'est de travailler ses midot. Mais travailler ses midot, ça ne veut pas dire que si le type, il est gvoura, il doit devenir chesed. Hein. Si le type, il est gvoura, ben il doit être gvoura dans la Torah et pas coléreux. Hein. Mais en réalité, c'est marqué aussi dans Shonot Rakim la Rambam, hein. Et le type de caractère qu'on a, il ne se change pas. Les caractères, c'est un rapport avec le côté végétal de l'homme. Une plante, elle peut grandir, mais elle ne change pas d'endroit. Elle est dans un endroit, elle grandit dans l'endroit dans lequel elle se trouve. Ouais. Et ici, donc je ferme la parenthèse, mais les midot, finalement, au niveau du shoresh, au niveau de l'essence de la personne, c'est beaucoup plus plongé dans l'essence de notre âme que le sechel. Encore une fois, on a besoin du sechel pour ne pas se tromper de midot, mais une fois qu'on a trouvé les midot, okay. Donc ça peut nous faire comprendre pourquoi, dans beaucoup d'endroits, on nous dit que Rachel, ça représente le sechel, ouais, ça représente l'intellect, et Léa, ça représente les vertus, ça représente les midot. On pourrait dire, non, Léa, on a dit que c'était plus haut. C'est vrai, les midot aussi, elles sont plus hautes. Ouais. Et là, on comprend encore plus, ouais, parce que dans sechel et midot, on comprend que le côté midot, comme ça, le côté émotionnel et changer ses midot et toutes ces choses-là, tout ce raffinement, c'est beaucoup par la chassidoute que ça se fait. Hein. Et on a dit que Zilpa, ben, c'est celle qui a rapport avec l'art. L'art, on comprend que ça va effectivement avec les midot, ouais, les nigunim, etc. Ouais. Ça a plus d'impact sur les midot que sur l'intellect. Ok? Comme ça. Et je vais rajouter encore un point. Un point qui est intéressant. C'est que si on comprend, ok, alors en faisant de l'ordre,
Okay. On a le juif qui a son temps, qui se sépare en deux domaines, et l'étude de la Torah, et le Niglé, l'étude de la profondeur de la Torah. L'étude de la Torah, le Niglé, c'est un rapport avec l'intellect. La profondeur de la Torah, c'est un rapport avec le Regesh. Okay. C'est Rachel et c'est Léa. Et on a aussi deux attributs, qui sont les Shfachot ici, qui sont là pour servir, finalement, pour servir. Ouais. Le Sechel et le Regesh, pour servir l'intellect et puis les Midot, ce sont Bila et Zilpa qui représentent les sciences et l'art. Okay. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que si on voit que, en réalité, les mères Rachel et Léa, ben c'est elles qui ont demandé aux servantes d'être les servantes, et elles reconnaissent complètement le bien fondé des servantes. Alors regardez, si je prends Bila par exemple, hein, alors Rachel, qu'est-ce qu'elle dit dans Parashat Vayetze? Vatomer ine amati vilha ba eleha, bo eleha, vetedet del birkei veibane gam anochi mimena. Elle dit comme ça, elle n'avait pas d'enfant, puis il faut voir comment ça fonctionne. Mais finalement, la raison pour laquelle elle a fait venir Bilha, ouais, c'est pour que pour que moi-même je suis construite par elle. Alors on pourrait dire dans le chat, ok, comme c'est la servante de Rachel, les enfants de Bilha, ça sera les enfants de Rachel. Mais c'est beaucoup plus que ça. Si Rachel elle réussit finalement à avoir des enfants, ouais, elle est construite elle-même par Bilha. Comment ça fonctionne? Ouais, on peut toujours essayer de trouver, il y a toutes sortes de choses qui sont données, mais on comprend finalement qu'il y a une reconnaissance ici de Rachel, hein, qu'elle est construite par Bilha. C'est-à-dire ici, il y a une reconnaissance finalement de la Torah, que ben, les sciences, ouais, c'est pas juste nice to have, ça peut rajouter aussi à la Torah. Le Rabbi, il parle de ça aussi. Ouais. On va voir encore une fois chez le Rabbi, mais à quel point ben, les sciences finalement, ben, on voit, comme on a dit, comme ça, au niveau de la halacha. Et quand on a tous les shootings comme ça de Assia ou tous les shootings qui nous parlent de choses qui sont scientifiques, on comprend que ben, sans avoir fait le bureau, ouais, les recherches scientifiques, on n'aurait pas pu arriver à ça. Et de la même façon, c'est aussi chez Léa, parce que Léa, après avoir eu 4 enfants, ouais, la Torah nous dit qu'elle a arrêté d'enfanter. Et à ce moment-là, alors elle a donné Zilpa à Yaakov Avinu, et elle reconnaît après, quand elle va voir Issachar, pourquoi elle l'appelait Issachar? Vatomer Léa, Natan Elokim Schari, Issachar Mishon Sachar. Asher Natati Shifchati Leishi. Akadosh Baruch Hu m'a donné ma récompense de lui avoir donné une servante. Finalement, elle reconnaît que ben, Issachar, c'est la récompense qu'elle a eue de par la servante. Et donc, elle reconnaît finalement le bien fondé de Zilpa et de ce qu'a fait Zilpa. Ouais. Alors, on comprend ici, si vraiment les servantes, non seulement elles aident, mais elles aident au développement même de Rachel et de Léa, on peut comprendre ce qu'on a vu tout à l'heure dans les psukim, où la servante a été servante, elle devient concubine et elle devient même une femme elle-même. Ouais. Finalement, c'est un matzav où des choses qui viennent des sciences ou de l'art, ben, ça va construire même, ça va se transformer en Torah quelque part. Et ici, si on regarde encore plus, hein, et on se retrouve avec des servantes. Les servantes, finalement, c'est quoi leur rôle? Si on comprend que la Gvira, ben, elle est à la maison. La Gvira, elle est à la maison. On a quand même une maîtresse de maison, elle est à la maison, elle a des servantes. Les servantes, finalement, qu'est-ce qu'elles vont faire? On a dit que c'était des rakachot, des tabachot et des ofot. Ben, c'est celles qui vont faire les parfums, celles qui vont cuisiner. Et, ben, finalement, elles sont le taver, elles sont l'intermédiaire entre le monde extérieur et puis les gvirot, hein, entre la Torah et le monde extérieur. Et dans la mesure où elle se positionne ici comme intermédiaire entre le monde et puis la Torah, maintenant je reviens, on a parlé des servantes, mais je reviens comme ça au modèle de science et art par rapport à la Torah, on comprend qu'il y a un grand problème. Parce que quand tu es dans la Torah, tu es dans ton Beth Midrash, tu risques pas d'arriver à Vodazara, Gilui Ariot et Shfur Damim. Hein, et même pas aux autres avéros, a priori, tu es ici, il n'y a aucun problème. Mais on comprend que ces shfachot qui sont censés d'un côté t'aider dans la Torah, mais d'un autre côté, ben, elles sont celles qui ont un rapport avec le monde. Alors encore une fois, au niveau des shfachot, c'est celles qui vont apporter les encens, qui vont apporter les aliments, etc. Mais au niveau des shfachot, ben, c'est celles qui ont un rapport avec le monde, parce que les sciences et l'art, ça a un rapport avec le monde. On comprend qu'elles sont dans un endroit où il y aura énormément de problèmes au niveau des clipotes, parce qu'elles sont dans le monde. Ouais. Et ça, on va le voir dans le Dvar Malchut, ce que dit le Rabbi par rapport à ça, quelque chose vraiment d'extraordinaire. Ouais. Mais vous comprenez qu'elle se positionne à un endroit
où finalement on avait dit que tout le but c'était de faire la Kadosh Baruch Hu dira Batartonim. Mais pour ça, il faut que tu aies un rapport avec le monde. Or, Rachel et Léa, elles ont pas de rapport avec le monde tellement elles sont Torah, Néglé, etc. Néglé et Pnimiut. Et donc on a besoin de quelque chose qui fait l'intermédiaire, qui va prendre les choses du monde et qui va les convertir finalement en Torah, que ce soit Néglé ou Pnimiut à Torah. C'est l'idée. Et là-bas, il y a beaucoup de Yannika, il y a beaucoup de problèmes. Il faut faire ça de façon positive. Et là maintenant, pour compléter ça, je vais juste vous rajouter comme ça. Si vous regardez Dvar Malchut de Parashat Vayechi, à partir du Seif Dalet jusqu'à la fin de la Sikha, c'est Dvar Malchut, je voulais imprimer ici, mais on ne va pas lire le Dvar Malchut, je vais vous dire juste le résumé en 7-8 points. Mais c'est extraordinaire. Le Rabbi là-bas, il nous parle de Rachel, Léa, Bila et Zilpa, mais sans rentrer dans ce que je vous ai dit. Il ne nous parle pas du fait que Bila et Zilpa, ça présente les sciences et l'art. Mais voyons tout ce que dit le Rabbi par rapport à ces 4 personnages. Si on rajoute ça à ce qu'on a dit maintenant, ça nous fait une toumna qui est extraordinaire. Alors regardez, qu'est-ce qu'il dit le Rabbi là-bas? Le premier point, le Rabbi dit comme ça. Le Rabbi dit la réparation, et là c'est page 10, comme ça que je vous ai fait le résumé. La réparation du Beth Amikdash qui a été détruit par le fer, ça sera par le fer. Top. Ok, le Rabbi dit ça comme axiome, on va essayer de comprendre. Mais le Beth Amikdash, il a été détruit par le fer, par les armes, il sera reconstruit par le fer. Top. Ok, super. Le Rabbi continue et dit, il y a le barzel, le fer, mais il y a aussi le barzel d'Ikdusha. Il y a le barzel de la sainteté. C'est quoi le barzel de la sainteté? Le Rabbi dit c'est Bila, Rachel, Zilpaler. Ça c'est le barzel de la sainteté. Et c'est ce qui doit reconstruire le Beth Amikdash. C'est-à-dire la Géoula, elle dépend de barzel, Bila, Rachel, Zilpaler. Le Rabbi continue. Il dit mais regardez dans barzel, Bila, Rachel, Zilpaler. Bila elle est avant Rachel, Zilpa c'est avant Léa. Barzel, Bila, Rachel, Zilpa, Léa. Et le Rabbi il rajoute et il dit ça c'est une expression de Shifra qui tirage Gvirta le Ma'aliuta. C'est une expression de la servante qui va hériter de la maîtresse de maison, mais le bon côté de cette chose-là. Waouh! Si on rajoute comme ça à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, on se dit c'est extraordinaire. C'est-à-dire le Rebbe, je rajoute le Rambam et le Mabim, il dit qu'il y a une situation où finalement on va prendre les sciences et l'art, et les sciences et l'art ici, ils vont se développer au niveau où ils vont devenir même Torah, un peu comme ce que j'ai dit par rapport à Bila et Zilpa, qui au début elles étaient appelées Shfachot, après elles sont appelées concubines. Au début c'était des servantes, après c'était des concubines, et puis après ça devient même des femmes. Ok. Je rajoute maintenant quelque chose qui est extraordinaire. Le Rabbi dit la différence qu'il y a entre Bila et Rachel, entre Rachel et Léa, et Bila et Zilpa, c'est vraiment extraordinaire. Parce que c'est vraiment ce qu'on a dit. Le Rabbi dit, les 4 c'est Malchut. Ça représente la Malchut. La femme ça représente la Malchut. Mais Rachel et Léa, ça représente la Malchut telle qu'elle est à son endroit, Malchut de Hatzilut. Bila et Zilpa, ça représente la Malchut telle qu'elle descend à Bria Yetzira Asiya. La Malchut qui descend à Bria Yetzira Asiya. C'est extraordinaire. C'est quoi la Malchut qui descend à Bria Yetzira Asiya? C'est la Malchut qui a un rapport avec le monde. Tu as la Malchut qui reste dans la Kedusha, et tu as Bila et Zilpa, c'est la Sayeret finalement. C'est le commando. C'est le commando qui va rentrer maintenant dans Bria Yetzira Asiya. C'est ce que dit le Rebbe. C'est extraordinaire. Mais le Rabbi, encore une fois, il n'a pas parlé de science et d'art, mais on comprend que c'est de ça qu'il parle finalement. Il parle comme ça de l'attribut, comme ça des shpachot, et en plus c'est comment qu'il invente, et comme je vous dis, c'est mis ça dans le Rambam et dans le Malbim. Et quelque chose d'encore plus extraordinaire que tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, le Rebbe il dit comme ça. Dans Divrei Yamim, il y a marqué que lorsqu'il a construit le Beth Amikdash, et pour la construction du Beth Amikdash, David Amelech, il avait préparé Mea Elef Kikare Barzel. Il avait préparé 100 000 espèces de lingots, on pourrait dire, de fer. Et tous les Mefarshim, ils disent, ça c'est dans Divrei Yamim, parce qu'on sait que David Amelech, lui, il avait l'adrénaline très haute, et il voulait construire le Beth Amikdash au point où Akadosh Baruch Hu, il a dû lui envoyer Nathan Nabi, attends, calme-toi, c'est pas pour toi. C'est ton fils qui doit faire ça. Mais s'il n'avait pas été arrêté, il aurait construit le Beth Amikdash. Mais il ne s'est pas arrêté là, malgré tout. Il a, d'après le livre d'Ivrei Yamim, d'après Chazal, il a construit les soldats du Beth Amikdash. Il a construit les fondements. Et il a préparé aussi tout ce qu'il fallait pour le Beth Amikdash. Il a apporté 100 000
lingots de fer. Combien ça fait? J'en sais rien. Hein. Ça ne doit pas être quelque chose de petit malgré tout. Et tous les mefarchim me disent, mais 2 minutes, mais il n'y a pas de fer dans le Beth Amikdash. C'est une interdiction qu'il y ait du fer dans le Beth Amikdash. Ça sert à quoi? Alors ils disent, ok, c'est peut-être pour les kelim du Beth Amikdash. Ouais. Mais malgré tout, ça paraît quand même bizarre, 100 000. Le premier qui répond à quoi ça sert ces 100 000 kelim, 100 000 lingots du Beth Amikdash qu'il y a dans l'Ivra Yamim, c'est le Rebbe. Et qu'est-ce qu'il dit le Rebbe? C'est le premier qui dit ça. Il dit, ça a été fait par David Ameller pour le Beth Amikdash Ashlishi. Le Beth Amikdash Ashlishi, il aura, oui, du fer. Ouais. Tu dis, waouh, si je comprends que le fer, ouais, Bila Rachel Zilbalea, c'est la Torah, mais qui comprend aussi ce côté-là de la Torah qui doit conquérir le monde, qui doit arriver jusqu'à finalement convertir les sciences et l'art à quelque chose, ouais, qui vient de la Torah. Tu dis, il y a quelque chose d'extraordinaire finalement. Ouais. Alors, on n'est pas en train maintenant de donner un cher à n'importe quelle sciencière, c'est pour ça qu'il y a la halacha. Ouais. Mais si on a compris le Inyan, finalement la halacha ici, c'était important pour moi. Ce que je fais, c'est une artsa que j'ai fait à des artistes la semaine dernière à Tel Aviv. Alors, bon, et je me suis dit, on m'avait demandé de donner une artsa sur science, et sur art et halacha. Je me suis dit, ouah, les artistes, vous connaissez les artistes. Tu leur dis qu'il faut qu'ils crèvent un œil à leur statue, ils vont te lapider, quoi. Et tu leur parles bichlal de halacha et par rapport à l'art, pour eux, c'est des gens comme ça qui, souvent, ils n'ont pas de blamim, ils n'ont pas toujours les freins, quoi, les artistes. Et pour leur expliquer quelque chose, c'est Gilui Arayot, alors il y a une artiste qui me dit, mais non, mais regardez, mais c'est de l'art. C'est comme les Français qui vous disent, non, mais c'est de la littérature. Dans ta littérature de Stendhal qui parle que de Gilui Arayot, mais non, ils ont appelé ça littérature, alors maintenant ça donnait, vous comprenez, un poids à la chose. Alors il y a beaucoup ça chez les artistes, comme ça. Et donc il fallait leur faire comprendre, ne craignez pas quoi que ce soit. Au début j'avais préparé la halakha, mais je me suis dit, mais 2 minutes, je commence comme ça, je vais les tuer, ils ne vont pas me laisser 5 minutes parler. J'ai préparé cette introduction pour leur dire, très vrai, regardez, on n'est pas ici pour vous restreindre, au contraire. On veut vous donner des kelim de halakha pour que vous puissiez utiliser tout ce que vous avez comme don pour la Torah. C'est tout le Inyan. Et avec ces kelim-là de halakha, eh ben vous pourrez faire vraiment, et on vous encourage au contraire à faire de la musique, à faire de la peinture, à faire de la sculpture. Hier, j'ai donné comme ça, il y a une midrasha, c'était pas hier, c'était lundi soir. Ouais. Je donnais ce même cours, mais en plus restreint comme ça, à des femmes comme ça de Gilo, il y a une midrasha comme ça, à Gilo, de femmes Chabad ou proches de Chabad. Et il y a une comme ça qui est docteur en chimie, et elle me dit, je vous crois pas, elle vient de faire tchouva. Elle vient de faire tchouva comme ça. Je dis, mais je vous crois pas, mais c'est pour moi que vous avez fait le cours. Je dis, non, quel rapport? Je dis, moi j'étais sculpteur. C'est une femme qui s'est mariée avec quelqu'un qui est Haredi, elle est devenue Haredite. Mais malgré tout, elle est dans ses débuts. Elle me dit, mais moi j'étais avec mes sculptures, mon mari m'a tout dit de jeter et tout, mais c'est de la folie, mais vous êtes complètement cinglé, mais je comprends pas, vous vous occupez de toutes les choses, vous n'avez rien à faire que... Elle était assez énervée comme ça du traumatisme qu'elle a eu, c'est depuis son mariage, de jeter toutes ces sculptures. Je lui dis non, ne vous inquiétez pas, regardez. C'est vrai qu'on s'occupe de tout. La Torah, c'est pas un truc de bigot, de Beth Knesset, d'église. La Torah, c'est toute la vie. Donc on s'occupe de tout. Il n'y a pas une chose qui n'est pas régie par la Torah. Mais regardez, la semaine prochaine, je vais donner que le côté halakha comme ça à ces personnages. Je ne pensais pas qu'il fallait l'instruction. La semaine prochaine, je vais vous donner un cours. Ouais. De Chassidut, et je vais essayer de vous convaincre de revenir au contraire aux sculptures. Vous direz à votre mari, ouais, vous avez le éther, mais au contraire, si vous avez cette passion et que vous avez ce rouge, c'est pas pour rien que je voudrais vous la donner. Ouais. Il y a une source que j'ai rapportée, dans laquelle il y a marqué que quelqu'un qui a une vocation pour la musique, pour le chant et qui l'utilise pas, il aurait mieux valu qu'il naisse pas, plutôt que de ne pas utiliser cette vocation. Hein. Il y a des sortes de ces choses-là. Donc le but, c'est pas d'éteindre les vocations qu'on a, c'est d'utiliser pour la Torah. Maintenant, avant même de passer au Inyan de l'Acha, je voudrais vous montrer en quoi chez le Rebbe c'est comme ça. Et si vous regardez dans la Choveret, alors j'ai cherché comme ça dans les grottes du Rebbe, puis dans quelques livres, de la page 11 à la page 13, j'ai pris 4 personnages. Les 2 premiers, c'est des dessinateurs ou des peintres.
Le troisième, c'est un sculpteur. Le quatrième, c'est un musicien. On va voir ce que le Rebbe leur a donné comme un chayot, c'est-à-dire comme directive. Extraordinaire. Regardez page 11. Hein, mais vous pouvez écouter, ça suffit aussi. Et il y avait un dessinateur qui écrit au Rebbe et qui lui dit qu'il est complètement nafal de roucho, le type il est tombé complètement en dépression. Ouais. Et le Rebbe alors dans la lettre comme ça, dans les grottes Kodesh, vous pouvez voir, c'est une guérette qui est en yiddish mais elle est traduite. Ouais. C'est dans le de lettres, c'est des guérettes numéro, et moi je n'ai pas écrit le numéro, ah si, 956. Okay. Le Rebbe il lui dit, il faut absolument que tu utilises toutes tes vocations, ce que t'a donné, pour rajouter, pour renforcer le judaïsme et la Yirat Shamayim. Tu dis, waouh! Lui, il est censé, le peintre en question, qui était en Dikon, renforcer la Yahadut et la Yirat Shamayim. Il lui dit pas, c'est pas moins que directement, il lui dit, c'est Isha, c'est-à-dire, tu vas, toi, avec tes peintures, tu pourras rajouter dans le judaïsme. Tu convertis ça en Torah, carrément. Et le Rabbi, il continue, il lui dit comme ça. Il dit, tu sais, ce que tu peux faire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Rabbi, il dit comme ça, il dit, un peintre, ce qu'il fait, c'est qu'il prend quelque chose qui a un certain aspect, et il le peint, il le rend plus vrai. Alors, on a un peintre ici dans Rav Biton. Hein, il y en a plusieurs. Il dessine encore mieux que moi, il y en a au moins deux. Hein. Le Rabbi lui dit, le peintre, ce qu'il fait, c'est qu'il fait quelque chose qui est encore plus vrai que le modèle. Et le Rabbi, il dit pourquoi? Parce que le peintre, il sait voir la profondeur des choses. Des fois, vous avez un type comme ça, ouais, il fait une tête parce qu'il croit qu'il est malheureux. Il croit qu'il est malheureux. Et puis le peintre, ben, il saura comme ça lui mettre le sourire et ce qu'il faut dans les yeux ouais, pour exprimer ce que sa neshama, elle va vraiment ressentir. Elle va le rendre finalement encore plus expressif que la vraie chose. Et le Rabbi, il dit, en réalité, quand tu as fait ça, ben, tu as rajouté de la chayout dans quelque chose qui extérieurement n'en avait pas. Tu as vu, toi, la profondeur de la chose, et tu vas présenter aux spectateurs qui ne l'avaient pas vu ce qu'il y a en réalité, ce qui se cache derrière et qui est vrai. Le Rabbi, il dit, ben, ça, c'est tout le inyan de la Torah. C'est quoi la Torah? Tout le monde, c'est que le Dvar Hashem, vous avez étudié, tout le monde, c'est que la parole divine. Et finalement, ce qu'on doit faire, nous, ben, c'est dévoiler cette parole divine qui est à l'intérieur des choses. Ouais. Ça, c'est la Torah. Ben, il dit, ben, par la peinture, c'est ce que tu fais aussi. C'est exactement la même chose. Donc, quelque chose de complètement extraordinaire. C'est le premier point. Le deuxième point que j'ai apporté, c'est le peintre Baruch Nachshon. Vous connaissez, celui qui fait comme ça des dessins comme ça avec des petites maisons, des trucs de toutes les couleurs. Vous connaissez Baruch Nachshon? Tous les dessins qu'il fait comme ça de... Non? Ça vous dit rien? C'est un peintre comme ça qui habitait Hebron. Ce peintre-là, son histoire, quand il était assez jeune, bon, il était jeune marié, il est allé aux États-Unis et il est arrivé à New York pour étudier la peinture. Et le Rabbi lui a dit qu'il n'avait pas besoin d'aller étudier nulle part. Et le Rabbi lui a donné une bourse et il lui dit la chose suivante. Regardez page 12. Le Rabbi lui dit, il y a des générations qui sont passées, le dessin qui est fait avec kashrut, il n'existe pas encore, finalement, il n'a pas été, c'est une branche qui n'a pas été encore réparée, on pourrait dire, et toi tu es celui qui va réparer cette chose-là. Et le Rabbi lui dit, je te demande de diffuser, comme Afasat Amayanot, de diffuser tes dessins de toutes les façons possibles et dans tout le monde. C'est vraiment le Rebbe, il est comme ça, il regarde Baruch Nachshon comme étant quelqu'un qui diffuse finalement la Torah, pas moins que ça. Le Rebbe, on sait le temps qu'il avait, qui était Afsi, Pachout. Ouais. Ben, il a encouragé comme ça à faire une exposition, il lui a dit je viendrai ouvrir à l'exposition. Et le Rebbe est allé à l'exposition des peintures de Baruch Nachshon, 40 minutes il est resté là-bas. 40 minutes du Rebbe, c'est ce que le Rebbe étudie en 40 minutes. C'est peut-être ce qu'on peut espérer étudier dans toute notre vie, mais je pense qu'il n'y a aucune chance. Donc imaginez comme ça tout le temps que le Rebbe, comme ça, il a donné pour ce Nyan-là. Ça, c'est pour les peintres que j'ai trouvés. Il y avait un sculpteur français qui venait de Russie, mais qui était français, comme ça, Jacques Lifshitz. Jacques Lifshitz aussi,
C'est quelqu'un qui n'était pas dati, mais à la fin de sa vie, comme ça il a eu la maladie, il a commencé à écrire au Rebbe. Et le Rebbe, il lui a dit des choses tout à fait extraordinaires. Il lui dit comme ça. Il lui dit ce qui est extraordinaire, c'est que tu peux. Alors, au peintre qu'on a vu tout à l'heure, le Rebbe, il lui disait de dévoiler la profondeur des choses. Lui, ici, le Rebbe, il dit quelque chose d'autre. Il dit que tu prends de la couleur, tu prends des choses qui sont minérales finalement, hein, des fois végétales, et tu vas finalement les transformer en quelque chose de vivant. Tu prends les choses du monde et tu vas faire une peinture qui est vivante. C'est incroyable parce que tu pourrais dire, bon, ok, une peinture aussi c'est du domaine, c'est du minéral. Ouais, mais ça c'est les mots du Rebbe. Tu as pris quelque chose qui est minéral, tu le rends vivant et donc tu l'as fait monter de niveau. Je dis, ouais, c'est la folie quoi. Le type il a dessiné quoi, un chassid qui fait du violon. Ben ouais, ce chassid qui fait du violon. Et on va voir que Rabbi Yonatan Eifshitz il nous dit quelque chose dans ce sens-là aussi. Mais quelque part, il y a presque une neshama dans la chose, au point où le Rabbi lui dit que tu as fait ici quelque chose de vivant. Mais plus que ça, le Rabbi lui dit par tes sculptures, par les sculptures, menatzlim et taimtsaim amuanuti et kidum rayonot bimiuchat kashar mitbonenim batorah mitzvot. Le Rabbi lui dit tu peux par la sculpture, et le Rabbi lui dit que c'est encore plus même que par le dessin, qu'on fait ces choses-là. Si grâce à la sculpture, mais c'est vrai pour le dessin aussi, que tu réussis à faire, bah, tu entraînes le fait que la personne elle va pouvoir réfléchir à quelque chose de Torah, bah, finalement tu as converti, parce que le type qui va au musée en général il ne va pas nécessairement au Beth Midrash. Hein. Alors c'est bien beau qu'on utilise le Ktois, hein, mais je veux dire il faut arriver à tout le monde. Hein. Et si tu n'arrives pas finalement à tout le monde, bon ben tu n'as pas encore amené vraiment la Géoula. Et si par une exposition que tu vas faire, ben la personne elle va regarder les sculptures, les dessins que tu fais, et elle va réfléchir à quelque chose de Torah, ben Torah convertit la chose vraiment en Torah. C'est ce que lui dit le Rabbi, hein, c'est pas de moi. Et... Ok. Il y avait un musicien qui s'appelait Eli Lipsker. Ce musicien, c'était un des chazanim comme ça important. Le Rabbi l'appelait Amenagen Sheli. C'est un des chazanim, et 770 comme ça, pendant les chagim. Maintenant, celui Lipsker, il a fait son alia, je crois d'Ukraine, enfin son alia, non, il est allé aux États-Unis. Il était jeune, il est arrivé avec son frère. Et ses parents, ils étaient très adokim, très datim, et ils voulaient absolument qu'ils étudient à l'Yeshiva. Ils ont étudié à l'Yeshiva, les deux, comme ça, les deux frères, Yeshiva Chabad. Mais lui, depuis qu'il était jeune, il voulait étudier la musique. Et ses parents, bon, d'abord, ils trouvaient que c'était en trop, et en plus, il n'avait pas vraiment les moyens, et donc, non, il n'est pas question, tu vas à l'Yeshiva, Nekuda. Et lui, quand il était à la Yeshiva, il était jeune, il avait, je crois, 15 ans, et il n'en pouvait plus, il voulait absolument étudier la musique. Et donc, je ne veux pas vous donner de mauvaises idées, mais en tout cas, entre les Zdarim, comme ça, il se sauvait, et il allait à l'Académie de musique, il avait mis de l'argent de côté, ouais, il a travaillé un peu comme ça, ouais, il avait gagné de l'argent, pour pouvoir payer comme ça ses études de musique. Ça a duré quelques mois, et il s'est fait attraper par le Rav Benayon. Il y avait un autre nom là-bas. Et Tachles, alors bon, ils ont décidé, ça y est, c'est fini, le type il est vidé de la yeshiva. Il est vidé de la yeshiva, maintenant on va dire au Rebbe. Ils sont allés dire au Rebbe, et le Rebbe il a dit 2 minutes quoi, vous voulez le vider de la yeshiva, mais vous êtes intéressé comment on va l'aider, comment on va subventionner ses études. Alors, le type ne comprennent pas. Le Rebbe il dit mais il faut lui donner une bourse quoi, pour qu'il puisse continuer à étudier la musique. Ils n'ont rien compris. Bon, ben, ils ont convoqué le type le lendemain comme ça à l'Yeshiva, il était sûr que bon, il était vidé. Le Rabbi il a dit qu'il fallait qu'on t'aide, donc voilà, de l'argent, et tu vas continuer tes études, pas pendant les Zdari, mais bon, ils ont donné évidemment des directives. Et finalement, ben, il est devenu un de ceux qui a écrit les notes comme ça du Sefer Anigonim. Ouais, c'était le Bal Menagen comme ça, Eli Lipsker, le Rabbi il appelait, c'est mon Bal Menagen. Donc on comprend qu'il y a des choses qui sont assez extraordinaires. La Bible n'a pas fait ça comme ça, stam, non, vraiment extraordinaire. Avant qu'on passe à la halacha, ce sera peut-être même la prochaine fois, parce qu'il est quand même 2h10, et c'est pas grave si on fait ça en 2 fois, l'on aura, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans la halacha, et au niveau de la sculpture, au niveau du dessin, au niveau de la musique, mais des choses extrêmement intéressantes. Pour dire de la sculpture, je ne suis pas sculpteur, c'est vrai, mais je vais vous poser une question, avant de vous dire ce que je voulais vous dire. Vous avez une poupée à la maison? Une poupée? Non, vous n'avez pas des petites sœurs? Okay. Il y a des poupées chez vous, d'accord? Non, j'ai pas de sœurs.
Ok, t'as une nièce. Ça, je vous pose une question. Et il y a le bras de la poupée qui est sorti. Vous pouvez le remettre ou non? Ouais, alors comme ça. D'après le Rav Karelitz, dans Chut Shani, il pense que c'est un Issur Torah. Tu peux avoir la poupée à la maison, mais c'est un Issur Torah de remettre le bras de la poupée. C'est comme ça. On va revenir là-dessus, on va étudier ça dans les Mekorot. Mais il y a énormément de choses qui sont de tous les jours. Ouais. Un dessin qu'on peut faire, un dessin dans une photo qu'il peut y avoir dans un Beth Midrash. Il y a énormément de choses de la vie. Ouais. Je vous assure, il n'y a pas énormément de sources là-dessus. Mais aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a beaucoup de Maftechot, il y a Tromin, il y a Shut Bar Ilan, etc. J'ai fait un petit peu un doctorat là-dessus. Ouais. C'est extrêmement intéressant. Mais le côté comme ça, là, on verra la prochaine fois. Mais je vais quelque part et vous raconter comme ça un truc qui m'est arrivé et puis qui renforce un peu ce qui a été dit ici. Tout à l'heure, j'ai fait référence à une sikha du Rebbe comme ça de Parashat Noach. Et dans la sikha, le Rebbe il prend le passouk qui dit que le déluge il a eu lieu lorsque Noach avait 600 ans. Okay. Noach, ouais, d'après le Zohar, ça représente le Yesod. Le Yesod, c'est la 6e Mida. Donc, le Zohar, il dit 600 ans de Noach, c'est 600 ans de le 6e millénaire. C'est-à-dire, le 6e millénaire, c'est de 5000. 6000, c'est-à-dire 5600. 5600, ouais, ça représente 1840. Maintenant, dans le déluge, c'est qu'il y a deux choses qui sont dites. Il y a Ma'inot Teom Rabba, il y a les sources comme ça qui viennent d'en bas, et il y a Arubot Shamaim, et il y a donc les pluies diluviennes. Et le Zohar, il explique que ces deux choses-là, donc qui ont eu lieu à 600 ans de Noach, c'est-à-dire ce qui représente pour nous, pour le Zohar, l'an 5600, c'est-à-dire 1840, nous dit le Zohar une névoie, comme ça, 1000 ans avant à peu près, enfin pas 1000 ans, près 800 ans avant 1840, il nous dit que lorsque l'année 1840 arrivera, à partir de ce moment-là, eh bien, il y aura aussi à nouveau ces pluies diluviennes et ces sources d'en bas. Les pluies diluviennes, ça représentera les profondeurs de la Torah qui seront dévoilées, mais de façon tout à fait accélérée. Et les Ma'inot Teom Rabba, c'est ce qui vient d'en bas, donc ce qui vient du monde, ben c'est finalement les sciences, on peut dire aujourd'hui les sciences et les technologies, qui vont commencer à se développer de façon extraordinaire. Et comme les deux, ils sont apportés, ouais, enfin, le premier est apporté par rapport à la Géoula. Ouais, le Zohar, il dit que cette diffusion de sources de la Torah, comme ça qui est à partir de 1840, c'est en rapport avec la Géoula, et que le deuxième, il est apporté en rapport avec ça. Le Rabbi, dans la Sira, il dit, on comprend que le Zohar, il veut nous dire que ces sciences et ces technologies qui sont développées à partir de 1840, elles ont tout à fait un rapport direct avec la Géoula. Et le Rabbi dit, tout a été fait pour Akadosh Baruch Hu. Il y a des choses pour lesquelles il y a un but bien précis qui est écrit. Par exemple, pour l'or, il y a marqué que l'or, il a été fait que pour le Mishkan. Tout est fait pour Akadosh Baruch Hu. Mais il y a des choses pour lesquelles on nous a dit quelle était la fonction. L'or était pour le Mishkan. À partir du moment où, le Mishkan, c'est pour le sanctuaire. À partir du moment où Chazal, ils nous disent que l'or était fait pour le sanctuaire, quand tu as utilisé de l'or pour autre chose, tu l'utilises pas pour sa vraie raison. Donc il y a une descente quelque part. Tu fais un bijou, ok, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas le but de la chose. Le Rabbi dit de la même façon, dans la mesure où les sciences qui sont développées à partir de 1840 et les technologies, elles sont en rapport avec les Géoula, quand tu vas utiliser ces sciences-là qui sont développées à partir de 1840, pour autre chose que la Géoula, tu les as pas vraiment utilisé pour ce qu'il fallait, donc il y a ici une descente par rapport à ce pourquoi elles sont faites. J'essaie de traduire ça. Vous avez Waze par exemple. Ouais, c'est super Waze. Ouais, c'est super, tu gagnes du temps. Tu as ton Waze, tac tac, qui vient, tu sais pas où le truc, et puis tu arrives. Tu as gagné du temps. C'est très bien de gagner du temps. Okay. Tu peux utiliser plus la Torah. Mais Waze, il est fondé sur quoi? Sur la communication, sur la lumière, sur le cinéma, sur les satellites, sur toutes sortes de sciences et de technologies qui ont été développées depuis 1840 jusqu'à maintenant. Et donc ce n'est fait à la base, d'après cette tirage du Rebbe, que pour amener la Géoula. Le Waze, il a été fait pour la Géoula. C'est la Sikha, c'est pas, je dis, ouais, si vous étudiez la Sikha profondément, c'est ce que dit le Rebbe. Ça veut dire que si tu utilises le Waze pour arriver plutôt au Beth Midrash, hein, le type il arrive plutôt à la Yeshiva parce que, ok, ben, c'est super, tu as étudié un peu de Torah. C'est pas encore pour ça qu'il a été fait le Waze. Il a été fait pour la Géoula. Donc le type il a gagné du temps, il arrive au boulot, etc.
Ben, si dans le boulot, il y a quelque chose qui a un rapport avec la Géoula dans ce qu'il va faire, okay. Il comprend ou il fait passer l'idée que c'est pour la Géoula qu'on va étudier, ou il va faire quelque chose au boulot par rapport à ça, ben, il aura utilisé vraiment la chose pour son tafkid. Donc il faut qu'on comprenne que les sciences, et presque toutes les sciences et les technologies qu'on utilise aujourd'hui, c'est vraiment basé sur toutes ces inventions qu'il y a eu depuis 1840. Okay. Donc il faut savoir, le Inyan, c'est la Géoula. Ben, c'est vrai aussi pour les arts. Et je vais finir, je vous dis le côté comme ça, à l'akha, et on le fera la semaine prochaine, on le fera aussi après 1h30, parce qu'il y a de quoi faire. Je pensais tout faire en 1h30 en courant, mais c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup de points de l'akha extrêmement intéressants. Je vais vous confier comme ça quelque chose un peu spécial, comme ça. Et maintenant, vous pouvez acheter ou pas. Je vous dis, quand je vous dis un truc connu au nom du Rébé, du Rambam et tout, ça c'est, il n'y a pas le choix que d'acheter ce qui est dit. Là maintenant, c'est subjectif, c'est de moi. Vous voulez vous acheter, vous achetez, vous ne voulez pas, vous êtes remboursé. Et il y a de ça 6-7 ans. J'enseignais jusqu'à il y a 2 ans comme ça au lycée français de Jérusalem. Pendant des années, j'enseignais que les classes de terminale. Alors je venais, je donnais mes cours, il y avait 9 heures de physique par semaine, et je rentrais chez moi. Je n'avais pas tellement de rapport avec les élèves, un peu, mais pas plus que ça. Mais à un certain moment, on m'a donné aussi seconde et première. Et donc j'allais pratiquement tous les jours. Et dans la mesure où tu vas tous les jours, alors, tu fais plus partie des meubles. Et tu as plus de responsabilités aussi. Et un des trucs, par exemple, quand il y avait un événement, alors, le lycée français il est dans un grand truc qui s'appelle Chavata Norazioni, une grande école qui n'est pas du tout religieuse. Hein. Et même un côté un peu gaucho comme ça, dans le quartier, puis Birlan. Et donc, s'il se passait quelque chose d'officiel là-bas, il fallait que j'aille, quoi. Je veux dire, je suis parti des meubles, je suis parti des profs, ok. Alors quand il y avait Yom HaShoah, Yom HaGvura ou n'importe quoi, puis il y avait un Tekes, ok, je suis allé avec Tekes. Yom HaTzmaut, non, parce que il n'y a pas de cours ce jour-là. Mais il y a toutes sortes. Alors une fois j'étais comme ça Yom HaShoah, je crois. Et puis c'était dans un amphithéâtre, et donc pendant 3 heures du matin, ok, on n'avait pas cours, mais il fallait être là-bas. Ok, super. Je vais là-bas. Là, vous imaginez, alors, ce Yom HaShoah, d'abord il est pendant le Homer, et pendant le mois de Nissan. Alors il y a tous les désavantages, parce que pendant Nissan, on ne peut pas faire de trucs qui ont un rapport avec la Véloute, donc Yom HaShoah il est très très mal placé. Et d'après ce que j'ai entendu du Rav Zini, une fois, c'est avec Kavana qu'ils l'ont mis là-bas. C'est pour ça que la Rav Tarachit, elle a fait un Yom HaShoah à Sarvet Tevet. Donc il y a quelque chose qui a un rapport avec la Véloute, c'est interdit. Il y a quelque chose qui a un rapport avec la Shira là-bas, c'est interdit aussi parce que c'est le Homer malgré tout. Maintenant, comment pour le Homer on peut faire la Véloute? Oui, c'est aussi une question, mais il y a une réponse aussi à cette question. Toujours est-il, on ne peut pas rajouter comme ça pendant le mois de Nissan à cette chose-là. Alors, je me retrouve finalement devoir écouter une représentation de filles, pas du tout des tsniout, qui chantent et qui truquent sur une machin, puis alors qu'on ne peut pas écouter de musique et un truc de Véloute. Alors, c'est Yom HaShoah, alors bon, Yom HaShoah, et malgré tout, ils vont faire des chants maîtristes, etc. Et donc, bon, j'étais là-bas, puis je regardais le sol, et j'essayais de penser à autre chose pour ne pas écouter les filles quand elles sont en train de chanter. Tu dis non, il y a des poskim, ok, ils sont plusieurs en même temps. Bon, ça ne tient pas tellement la route. Mais d'un autre côté, me lever et puis partir, parce qu'au début, il y avait des sermons et tout. Tu ne peux pas non plus tellement, parce que c'est quand même un la chaîne. D'ailleurs, après, le mannequin, il m'a dit, tu sais, je t'ai regardé, j'ai été épaté, j'étais sûr que tu allais sortir. Il n'est pas du tout datif, hein. Et Kol HaKavod, tu es resté. Je dis, ouais, mais j'ai souffert. Aval Tachles. Et là, je vais faire passer une idée. Alors bon, ils ont chanté Anima Amin. Parce que malgré tout, ils ont fait rentrer quand même quelque chose. Alors là, il y a tous les sourires du monde, quoi. Une femme des filles qui ne sont pas du tout le tsniout, et puis qui chantent, et puis tout ce que vous voulez. Mais il y avait, là-bas, ils développent énormément, c'est un truc très très intello comme ça. Et donc ils font tout pour que les élèves ils étudient toutes sortes de choses, ils font des instruments, machin et tout. Mais c'était au niveau artistique extraordinaire. C'est-à-dire, c'est dur de dire ça, mais je chantais très bien, puis malgré tout, j'ai quand même entendu. Et il y avait des garçons et des filles quoi, qui faisaient du violon, qui faisaient toutes sortes de trucs et tout. Tu dis, ouais, mais c'est extra quoi. Moi aussi, je joue le piano. C'est vraiment des pros quoi.
Et quand j'ai vu tout ça, ben après, quand j'ai parlé au Mancal, je lui ai dit, tu sais quoi, regarde, tu vas peut-être me prendre pour un fou, tu vas pas comprendre ce que je te dis. Ouais. Mais, ben, j'en ai pleuré quand j'étais là-bas. Hein, pas comme ça, mais j'étais là. Tu vois qu'il y a des... C'est Eloki. Tu vois des Chushim, tu dis 2 minutes, mais c'est des gens qui ont des kishronotes, c'est-à-dire qui ont des... Comment on dit kishronotes? Qui ont des dons, mais extraordinaires. Je veux dire, jouer aussi bien de la musique comme ça, aussi jeune, etc., c'est de l'éloquence. Alors là, c'est tourné vers des trucs un peu bizarres et de façon bizarre. Mais j'ai eu comme ça, comme Tovana, comme compréhension, comme sentiment, qu'il n'y a pas de Géoula sans ça. Ça fait partie de la Géoula. Et en étudiant après, je suis arrivé à plus ou moins les choses que je vous ai dites. Mais réellement, c'est comme ça. Nous, on est dans le Beth Midrash et c'est super et c'est notre but. Mais il faut comprendre qu'en réalité, il y a énormément de choses qui doivent être converties à la Torah, qui doivent servir la Torah, que ce soit la musique, que ce soit... Encore une fois, mon but, c'est pas de vous dire, bon, ok, en dehors de la Torah, vous savez, le monde est grand, et ouais, allez, non, restez, étudiez la Torah toute votre vie, etc. Ouais, c'est super. Mais cette compréhension qu'en réalité, le monde, il doit être converti complètement à la Torah, et que ces choses-là, c'est partie de Bila et Zilpa. Et c'est des choses qui sont là pour aider la Torah. Et on étudie un nigoun, ben ce nigoun, il va me faire tchouva finalement. Hein, il va me donner à la limite, vous savez que l'Admor Zaken, il dit quelqu'un qui est complètement en dehors de la musique, il ne peut pas comprendre complètement la chassidoute. Ouais, et on a tous en réalité ce couche. Mais je veux dire, il y a énormément de choses comme ça qui ne font pas partie comme ça du domaine des clipotes. Maintenant, juste encore ajouter un point que j'ai oublié de vous dire, mais qui a un rapport tout direct avec ça. Le Rebbe, quand il parle comme ça dans le Malchut du Barzel, il dit il y a aussi Barzel des Klippa. C'est quoi Barzel des Klippa? C'est Arso Eres Barzel de Og Melech HaBashan. Ouais. Og Melech HaBashan, il a marqué que son lit, c'était un lit de Barzel. Et on comprend tout à fait. Et finalement, les clipotes ici, elles sont très fortes. Et Bila et Zilpa, on a dit qu'elles avaient un rapport avec le monde. Ouais. On a dit tout à l'heure, elles étaient beaucoup plus exposées aux clipotes. Mais quand on regarde, et je finis avec ça, c'est pas seulement que c'est des clipotes. Les clipotes, si on regarde, regardez la sculpture, c'est quoi? Avodazara, la clipa de la sculpture. Le dessin, c'est quoi? C'est Gilou Arayot. Très vite, Gilou Arayot dans les dessins. Et il me manquait le troisième, la musique. Et comme ça, un de mes gens me dit non, mais musique, mais c'est sûr que c'est Shifrot Damim. Combien de personnes comme ça qui rentrent tellement handicapées par la musique, ouais, que finalement, ben, ils se sont suicidés. Et c'est incroyable. Mais tu vois que finalement, dans ces 3 domaines, ben, tu as exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire des domaines qui sont pour Rachel et Léa, pour la Torah, mais qui s'exposent, c'est la Sayeret, c'est ceux qui vont aller vers le monde. Mais là-bas, il y a une Enika, il y a Og Melech HaBashan, il y a le Barzel de Touma, comme ça, qui est de l'autre côté. Et on comprend qu'on a, ouais, on est dans un grand dilemme, et c'est pour ça qu'on a besoin, encore une fois, de la halakha, ben, pour utiliser justement ces choses-là à bon escient. Voilà sur un pied la moitié de ce que je veux vous dire.